Je me suis forcément, inscrit à l'église. C'est euh, gratos. Il y a ils ont une antenne à côté de RCN, pas très loin. à 2 pas d'ici. C'est à gauche après la porte. Deuxième à gauche, oui, Bref. c'est ça. Tout au bout de la rue. Non, mais pour le coup, on va donc revenir sur cette saga. Et c'est vrai qu'on en avait déjà parlé un peu la semaine d'avant, Hmm. sur le côté un peu départ Du 1, ouais. improbable de la licence. Parce que donc c'était une adaptation d'une série télé, sans reprendre le casting original. Donc ça Alors, déjà c'est oui, compliqué. enfin, il voulait le reprendre, mais il voulait de toute façon tuer le casting original. Voilà. Donc tout le casting a dit non, c'est mort, on n'en fait pas partie. Enfin surtout en fait Bah, l'acteur qui joue Jim Phelps, oui, donc Peter Graves. dont tout le monde se souvient. Oh, il a juste fait un film de gladiateur. Non, je rigole, ça c'est Ouais. dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, mais Mais oui, donc ça revenait peu ou prou à la même chose. Il n'y a pas le casting original, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu le reprendre, mais finalement, quand ils ont appris qu'ils allaient être tués de toute façon, dans le film, ils ont dit non. Et en tous les cas, casting original ou pas, enfin original d'ailleurs, casting original ou pas, toute l'équipe de Tom Cruise y passe. Donc, parce que le but du premier, c'était quand même de faire de Tom Cruise le seul personnage principal hmm, de la saga, hmm. d'envoyer le passé aux oubliettes, d'envoyer le personnage de Jim Phelps aux oubliettes pour pouvoir faire une franchise cinématographique. C'est ça. Et dans l'histoire, en fait, le scénario a beaucoup évolué avec le temps parce que notamment, il y Oui, a eu donc le scénario a notamment été écrit, je crois, à la base donc par j'ai mes petites notes. Le je premier sais jet a plus. été signé par le couple Will Hardwick et Gloria Coates, donc ceux qui ont notamment réalisé, enfin comment dire, pardon, scénarisé American Graffiti ou Howard le Canard. Mais Punaise. donc, il sera allègrement revu par David Koepp avant d'être retouché tout au long de la production par Robert Town, le pote à Tom Cruise, Oui. qui avait notamment écrit le Chinatown de Polanski. Hmm. Et qui avait réalisé Le Jour de tonnerre. Donc, vous voyez à quel point le mec est versatile dans sa technique. Oui. Ou pas. Mais oui, donc c'est un scénario assez complexe. C'est vrai qu'à la base, il devait faire un espèce de douce salopard où en fait les personnages devaient mourir plus ou moins Oui, au au fur et à fil du mesure. temps. Mais en fait, je crois que c'est Brian De Palma et David Koepp qui a dit non, mais en fait, faisons-le Oui. dès le départ. On met le générique, on met le générique juste après. Et on lance toute la quête de vérité de Tom Cruise à travers Oui, cette enquête, ce qui permettait de développer encore plus le côté espionnage derrière tout ça. absolument. Et pas, et pas le côté action d'ailleurs, Mm, paradoxalement, mm, puisque mm. aujourd'hui Mission Impossible, c'est une franchise beaucoup d'action, mais De Palma et Tom Cruise étaient d'accord pour faire en sorte que ce soit un film vraiment centré sur l'espionnage Oui. et non sur l'action. Mm. Et d'ailleurs, il y a très peu de scènes de gunfight. Je crois que Tom Cruise, il dégaine pas une seule fois dans le film, ou peut-être une fois, mais il tue personne. Oui. Euh, oui, enfin voilà, il y a juste un peu la séquence de fin avec la poursuite entre l'hélicoptère et Mm, mm. et le TGV, non pas l'Eurostar. Oui, c'est l'Eurostar qui vont donc en fait Ouais, ils doivent aller dans l'Eurostar pour savoir qui est derrière tout ça. Bon, le personnage de Tom Cruise savait déjà à la base. D'ailleurs, une petite belle mise en scène de la part de Brian De Palma pour expliquer en fait que c'est bien Jim Phelps pour expliquer qui est derrière le coup monté. oui, Et, euh, et donc, il se retrouve dans l'Eurostar en fait, afin de piéger Jim Phelps pour que les gars de la CIA puissent découvrir que c'était pas Ethan Hunt derrière tout ça, mais bien Jim. Et oui, parce donc, qu'il y a une machination ouais, contre Ethan Hunt, voilà, c'est ça. parce que En fait, Jim Phelps piège Ethan il Hunt, devait qui à servir son tour de a bouc piégé émissaire, Jim voilà. Phelps. C'est ça. C'est ça, tout Oh là simplement. là, c'est fou, Révélation. c'est fou. Puis attention, il y avait un des méchants, mais qui n'était pas vraiment caché, mais qui reste méchant, donc le personnage de Jean Reno, qui pilote l'hélicoptère et qui se fait piéger donc par Tom Cruise en le bloquant sur l'Eurostar, donc il doit aller sous le tunnel. C'est beau ça. Ah oui, oui, c'était très. Ah, la scène a un peu mal vieilli pour le coup. Ah ouais, Je tu trouve, trouves? ouais, je trouve un peu, en termes d'effets visuels, c'est un peu compliqué. Mais J'ai pas vu de différence. Moi, je l'ai revu la semaine dernière et c'est un petit peu moche sur certains plans. d'accord. Mais enfin, c'est juste La mon critique avis. est rude. C'est la Mais... critique est très rude ici. Mais je pense que tu sais que la critique est rude. Non, Mais, moi, j'ai pas trouvé que ça avait vieilli, au contraire. Mais bon, mais d'ailleurs, pour l'histoire, en fait, ça devait se terminer par un espèce de Mexican stand-up entre le personnage d'Ethan Hunt, Jim Phelps et les gars de la CIA, avec un espèce de, en fait, de grosses révélations dialoguées hmm, et pas de scène d'action. Et en fait, c'est Brian De Palma qui insistait. Non, en fait, oui. l'idée de Robert Town de faire le coup de l'hélicoptère, c'est plutôt pas mal Hmm. parce que ça permet, on essaye de bien vendre le film, donc en faire un peu un blockbuster. Donc il faut une scène d'action finale.
Et finalement, Brian De Palma a eu raison parce que Tout à fait. c'est aussi là l'une des plus belles particularités, je trouve, dans les premières Missions Impossibles, c'est qu'il y a vraiment une patte. La patte du réalisateur est très présente. Et la patte du Mm. réalisateur de chez Brian De Palma, elle est extrêmement présente dans le premier. Ah oui. On retrouve sa patte, sa mise en scène donc formaliste et maniériste, chère au réalisateur. L'idée de travailler sur le suspense, qui est Mm. forcément très référencé à Hitchcock. Il a toujours fait ça durant toute sa carrière. Pareil, le côté d'utiliser les gros plans, les zooms ou encore la double focale. La double focale, c'est vraiment quasiment une gimmick de chez Brian De Palma Mm. qu'on retrouve dans beaucoup de films, que ce soit Deux Sœurs ou Phantom of the Paradise. On le retrouve également dans Mission Impossible. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais il y a une petite équipe derrière tout ce film. C'est que Tom Cruise n'est pas seulement venu à la production avec Paul Wagner pour, on va dire, juste faire coucou, au revoir à la Fox et puis refaire autre chose derrière. Non, ils ont vraiment voulu mettre une équipe. Alors à la base, pareil, la composition, ça devait être Alan Silvestri, qui était l'un des plus gros compositeurs à l'époque, déjà bien mis en Mm. place. Il a fait comment dire, un premier jet qui était pas très très bon, qui était pas très satisfaisant. Donc, ils ont du coup fait appel à Danny Elfman pour Ah oui, pour c'est vrai. terminer la composition. Ce qui est assez cool aussi de la part de Tom Cruise, c'est la façon dont il a réussi à prendre en compte l'idée du générique. Alors le générique Mm. aussi qui arrive, qui est assez casse-gueule pour le coup, parce qu'en fait on voit des images, Oui, il dévoile il plusieurs dévoile points plusieurs de points de l'intrigue l'intrigue. D'ailleurs, à ça va venir. être, Et ça reste et ça après, reste dans après. les autres films, ouais. Exactement. Et ce générique a été fait par Kyle Cooper. Alors pour l'histoire, Kyle Cooper, en fait, c'est le mec qui a fait le générique notamment de Seven ou Ah encore oui, de Spider-Man, d'accord. le premier de Sam Raimi. Donc, et, un mec assez plutôt bien calé pour l'idée de mettre en place l'univers, l'ambiance. Et pour le coup, il a pas juste repris, un peu comme dans la série télé, il a juste repris, on va dire, les bases et l'a développé un peu plus Mm. pour ce générique, qui reste à la fois sobre mais très calculé parce qu'en fait, finalement, quand on revoit tous les extraits sans le risque de dévoiler l'intrigue, c'est plutôt assez balèze de sa part. Oui. Et c'est vrai que je trouve que, comment dire, même la révélation du méchant est typique du cinéma de Palma en fait. Cette obsession de la recherche de la vérité en fait. Toute cette Mm. recherche de la vérité, il y a toujours des enquêtes souvent dans les films de Palma. Que ce soit par exemple dans Snake Eyes aussi, où il y a toujours cette idée de savoir qui est derrière ce coup monté. C'est vraiment l'idée de Palma, mais c'est une obsession chez ce gars en fait. C'est que euh, c'est une obsession survenue forcément, j'ai envie de dire, de toute cette génération, que ce soit de réalisateurs ou d'autres, qui a été traumatisé par l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Donc c'est quelque chose de très, je pense, de très vital pour ce réalisateur. Mais bon, après ça, c'est autre chose, quoi. D'accord. Oui, je pars sur beaucoup d'analyses qui vont aller très Ah loin, mais ouais, non, bah, moi je me disais que c'était surtout typique au film, voilà, de ça découvrir correspond très bien en fait, parce que Mais Brian là, De Palma voulait faire du film d'espionnage, donc ça Hmm. correspond très bien à ce qu'il a voulu faire, quoi. Mhm. Vas-y. Oui, oui, non, je suis d'accord. Non, parce que je pensais que tu voulais dire Non, autre non, chose, je hein. suis pas sceptique, j'écoute les arguments. D'accord. Je l'avais pas forcément analysé dans ce sens-là, quoi, mais Mm. Et puis, bah, il faut quand même signaler que ce début de saga, on va dire, est plutôt bien resté dans les. Comment dire, j'allais pas dire dans dans les l'inconscient mémoires. collectif, mais dans les mémoires, notamment Bah avec la si, scène oui. dans La à la scène de CIA. cambriolage à la CIA, celle-là, elle a marqué. Enfin, c'est la scène la plus emblématique de Mission Impossible, Mm, mm. de tous les films de la franchise, de la saga. C'est celle que tout le monde connaît. C'est ouais, enfin, c'est celle qui est devenue emblématique, je l'ai déjà dit, je crois. Mhm. Et Oui. et c'est très bien parce qu'il Cette fameuse scène. il fallait un point de départ, quelque chose qui Mhm. marque vraiment. Euh, Oui. Je me perds, désolé. Je n'ai pas bien dormi. Ça se voit. Non, je rigole. Non, mais pour le coup, en fait, donc cette scène, pour revenir un peu là-dessus, donc Etanon doit récupérer les données donc au centre de la CIA. En fait, il doit pas intervenir. Enfin, il n'y a pas un Il seul peut pas toucher le bruit. sol, Il doit pas toucher le sol, il doit pas avoir un pas seul faire de bruit. bruit. Et pour le coup, De Palma va vraiment jouer là-dessus. Donc, il n'y a aucun bruit durant toute la séquence, à Mm. part quand il y a le montage alterné avec Jean Reno qui tire la corde. Jean Reno qui tire la corde et le diplomate qui le va aux diplomate toilettes qui et doit puis aller qui au. revient. Ouais. Oui, c'est les seuls moments où il y a du bruit, Voilà, du c'est ça. son. Alors que la scène se déroule dans le silence le plus absolu, ce qui, pour les standards de l'époque, était complètement à l'opposé, puisque habituellement, là, on mettait une grosse Une musique de musique suspense stridente, qui montait, voilà, ouais. etc.
Et De Palma a choisi d'aller à contre-pied à ce moment-là, en le faisant dans le silence absolu, ce qui fait monter encore plus la tension quand on regarde la scène. C'est ça qui est Enfin, plutôt, le film et la scène. je trouve, la grosse particularité de ce film, c'est que c'est à la fois un blockbuster passionnant et une parfaite représentation de l'art de son auteur. Et Oui, ça, c'est plutôt très agréable de voir un genre de film, je dirais un blockbuster, parce que il finalement arrive à c'était un faire le grand blockbuster, écart entre les deux c'est et de ça. façon magistrale. Ce qui est très compliqué et ce que l'on n'arrive quasiment plus à voir actuellement au cinéma. Bah non, le dernier c'était The Dark Knight, je pense. Peut-être qu'on sera pas d'accord, mais Bah, il y a un peu la patte Nolan, mais il faut juste aimer la patte Nolan, c'est Ouais. surtout ça en fait. Non, mais d'ailleurs, pour parler de quelque chose qui grince, bah, forcément, après le succès du 1, ils ont mis quand même 4 ans pour faire la suite, donc Mission Impossible 2. Alors, bon, exit donc le casting qui restait, donc de toute façon, il restait quasiment plus qu'Ethan Hunt à la Ah fin. non, là il n'y a plus qu'Ethan Hunt, ouais. Enfin, il y a encore Et Luther, mais il y a encore Luther, et Luther bah, d'ailleurs va faire une petite apparition dans Mission Impossible 2, mais c'est Mhm. quasiment, on retrouve quasiment que Ethan Hunt derrière c'est toute très cette histoire. anecdotique. C'est très anecdotique, pardon, l'apparition de Luther. Et effectivement, le Mission Impossible 2, c'est un virage total par rapport au premier. Complet. Jusque dans la coupe de cheveux de Tom Cruise, qui a les cheveux longs, alors que dans le premier, il a la coupe de cheveux de petit garçon bien sage, etc. Et là, c'est vraiment, on met toutes les manettes à fond. On va faire, vous voulez de l'action, on va vous en donner à fond. Enfin, on sent qu'on lui a reproché qu'il n'y avait peut-être pas assez d'action dans le premier. Ouais. Il a dit, bon, c'est pas grave, Mission Impossible, c'est de l'action, on va foutre tout ça. Et c'est poussé à son paroxysme, c'est même trop, puisqu'il y a les courses-poursuites en moto à tout va, les changements de visage là, avec les masques à outrance. Et au bout d'un moment, ça devient un petit peu écœurant, quoi. C'est le sandwich de graisse d'action. Et puis un peu, c'est le gros souci, je pense, du film, c'est qu'en fait, John Woo est arrivé à son paroxysme de ce qu'il pouvait faire Hollywood. Oui, C'est-à-dire, en fait, je pense qu'il avait complètement les roues libres, comme peu pour trop. Brian De Palma. Et voilà, c'est peut-être ça le gros problème, c'est qu'en fait, le mec, je pense que le scénario, on lui a dit, bah écoute, de toute façon, on va dire, tu t'en fous de ton scénario, hein. Oui, le scénario est pas extraordinaire. Concentre-toi non sur la plus, mise en d'ailleurs. scène. Non, c'est juste l'antagoniste, il est très méchant. Mm. Il a pris l'apparence de Ethan Hunt et du coup, en fait, c'est Ethan Hunt qui doit retrouver ce gars-là et du coup, il va utiliser son ex-petit ami pour essayer de le rapprocher. Mais entre-temps, il y a un MacGuffin complètement simpliste et à mort, donc du coup, C'est le virus, là. Oui, non voilà. Ouais. le virus qui forcément va être dans le personnage de Fandy Newton à la fin, donc du coup, va falloir, il n'aura plus que 2 heures pour la sauver. Enfin, voilà. Voilà, tout simplement. Mais on retrouve quand même quelques idées de ce qu'a été l'archétype du film d'espionnage, que ce soit été mis en place avec le précédent, voire même encore avant avec les James Bond et les OSS 117. C'est-à-dire qu'on retrouve les décors un peu plus exotiques. C'est assez Oui, c'est varié. vrai. Et un casting un peu international tout de même. Là, je crois que dans le 2, ça se déroule à Sydney à la fin. Il y a au début, je ça se crois. déroule dans le Nevada, où il fait sa scène d'escalade. Il y a un peu de tout aussi dans le 2, comme dans le premier, boire Mission et à Impossible, parce manger. que ça se déroule à Londres et à République tchèque notamment. Donc ouais, ça reprend quelques recettes, mais le 2, c'est John Woo. Donc il va partir sur des gunfights. On va voir Tom Cruise faire des espèces de demi-tours pour se cambrer sur des murs pour éviter de se prendre des balles, tout en tirant comme un dingue, façon Choi Yun-fat. Ouais, on sent Faire que des Matrix roundhouse est kicks passé contre le par là. hein. faire des roundhouse kicks contre le méchant. Tu te dis tiens, il fait un coup de pied retourné, Tom. Surprenant. D'où il a pris ça, on ne sait pas, mais bon, il le fait quand même. Notamment, oui, le film est devenu kitsch avec le Oui. temps et Il y la a scène beaucoup de clichés Oui. qui ont mal vieilli. a très mal vieilli. La scène de romance avec Fandy Newton, elle est ridicule. La scène de combat final avec les deux motos qui se percutent, explosion, les deux sont en train de se battre dans les airs. Oui, on va dire ça comme ça. Il a un peu mal vieilli. Mais c'est une façon comme une autre pour expliquer aussi que John Woo, je pense, c'était, je crois, un des derniers films qu'il a fait à Hollywood, parce qu'il en a fait encore un encore pire après avec Ben Affleck, qui donc a touché le fond. On peut dire ça comme ça, parce que c'était le Ben Affleck des années 2000, je pense que c'était approprié pour le coup. Mais ouais, non, ça annonçait les oiseaux de mauvais augure chez John Woo, et finalement, il a mieux fait de partir d'Hollywood et revenir un peu dans ses habitudes de base. Et c'est vrai que l'idée de refoutre des colombes quand il y a du plan ralenti en courant partout, ça, à un moment donné, ça avait plus une certaine patte. C'était devenu comment dire, un cliché de base en fait. C'est con à dire, mais John Woo, c'est un excellent réalisateur.
qui a notamment été ramené aux États-Unis par Jean-Claude Van Damme pour Chasse à l'homme, qui avait fait d'excellents films auparavant, donc à Hong Kong, notamment avec Chow Yun-fat pour The Killer, ou encore plein d'autres, hein. Je vous conseille de voir sa filmographie de base, mais c'est vrai que là c'était les limites du gars, et en fait je pense que c'était l'erreur de casting monumentale, c'est qu'en fait John Woo n'était, je pense, pas fait pour faire cette licence, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis aussi un peu plus de temps pour refaire cette suite. Après, il y a aussi les déboires de Tom, je pense, dans le début des années 2000, qui ont fait que ça a un peu pas mal joué sur les problèmes de production, je pense, pour à partir de Mission Impossible 3. Surtout après, donc, après ses déboires sur l'après la guerre des mondes, mais il a quand même réussi à faire le 3. Donc. Mais avant de parler du 3, donc, on va faire une petite pause BO, donc un morceau issu de Mission Impossible 2, donc Iko Iko de Zap Mama. Sister, don't you let that thrill you. Sticks and stones may break your bones, but men and looks could kill you. Ho, ho, hey, come my way. Suka, suka, na, na. Come on, ale, ale. Where the suka, suka, mama. Hey, brother, there's another suka, mama turning. The sun will rise and light in your eyes. Fire keeps on burning. Ho, Et voilà, donc c'était un extrait issu de Mission Impossible 2. Alors pour la petite anecdote, donc le morceau Iko Iko donc de Zap Mama, en fait c'était une reprise issue d'un morceau de The Bell Stars, donc le morceau Iko Iko, et qui apparaît donc dans le film Iron Man. Donc, référence de référence. Voilà. Oui, la petite référence de référence de référence. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que dans Mission Impossible 2, il y a le côté très solitaire du personnage de Ethan Hunt, qu'on va plus ou moins revoir donc à partir du 3, donc sorti en 2006. Réalisé par ce bon vieux J.J. Abrams. C'est son premier film d'ailleurs, pour le coup, parce qu'après avoir réalisé beaucoup de séries télé, donc ça y est, il se lance, grâce à une production. C'est vrai que pour un premier film, il se lance quand même avec une grosse production, donc il a eu plutôt, on va dire qu'il a eu le cul béni. D'ailleurs, il a participé au scénario avec Alex Kurtzman et Roberto Orci.
et donc qui se retrouve face aux manettes d'un Mission Impossible 3 qui, je dois le souligner donc, que c'est peut-être bien l'œuvre la plus sombre de la saga. Oui, c'est vrai, c'est un des plus sombres. C'est un des plus violents aussi. Oui. Ouais, non, je pense que tu as raison, c'est le plus sombre. Après, effectivement, ça va revenir à quelque chose d'un peu plus léger au niveau du développement des personnages, etc. Pour autant, je trouve que au niveau du scénario, ça revient à quelque chose de plus proche du premier, le MacGuffin avec la patte de lapin qui est recherché par Philip Seymour Hoffman. Et on réussit à garder l'action qu'ils avaient voulu développer dans le second opus, mais cette fois pas de manière outrancière, mais de manière plutôt bien gérée. Oui, J.J. Abrams veut revenir sur un côté un peu plus réaliste dans l'histoire. Oui, tout à fait. Même s'il y a une scène en hélico de poursuite où l'autre va se taper l'éolienne, bon, on va dire certes, mais... Ouais. Et je voulais revenir sur... donc tu disais que Ethan Hunt, il le montre seul dans le deuxième. C'est vrai que dès le premier, il y a cette volonté de faire de Ethan Hunt quelqu'un de solitaire, d'extrêmement solitaire. Dans le 1, on parle quand même de sa mère et de son oncle. Mais après, on n'en entend plus jamais parler. Enfin, dans le début du 3, tu me disais que... Oui, dans le début du 3, donc, quand il y a le discours de fiançailles entre le personnage donc, de Ethan Hunt et le personnage de Michelle Monaghan, donc la sœur de Michelle Monaghan intervient, fait, je suis désolé que papa soit pas là, enfin machin, en train de pleurer, tu comprends qu'il est mort. Puis après, elle fait, en plus, je pensais que les parents d'Ethan... Bah non, ils sont morts aussi. Bon, bah voilà, comme ça c'est fait. Donc on s'en débarrasse, mise en c'est place très bien. En 2 secondes, 2 temps, 3 mouvements, il a plus personne. Donc voilà. Et voilà, du coup, oui, dans le 3, tu viens de le dire, il se marie, mais ça va être pour que plus tard sa femme se fasse kidnapper, donc il se rend compte qu'il la met en danger et du coup il va la quitter, quoi. Et là, j'ai envie de dire, Tom Hunt, Ethan Cruise, même combat, parce que Tom Cruise, finalement, il parle très peu de sa vie privée. Enfin, on sait juste qu'il a une fille et tout ça, mais depuis son pétage de câble, il a mis tout ça de côté. C'est pas plus mal, et parce que c'est le fait que... Oui, parce qu'on s'en fout. Oui, on s'en fout, mais justement, c'est le fait d'être seul qui permet à Tom Cruise de se donner entièrement pour le rôle de Ethan Hunt, et c'est le fait de ne pas avoir d'attache qui permet à Ethan Hunt de sauver le monde, même à la dernière seconde. Il y a un parallèle entre les deux, entre l'acteur et le personnage, que je trouve assez intéressant de développer. Voilà. Oui. Et pour si on veut parler d'un autre espion célèbre, très rapidement, donc James Bond, on peut dire aussi que James Bond est un solitaire, mais James Bond, lui, il a le MI6 derrière. Il y a toute une organisation, sauf que Ethan Hunt, un épisode sur 2, il est désavoué par l'équipe, par la force Mission Impossible, comme elle s'appelle. Oui, parce que dans le premier, donc, il est recherché. Dans le 2, ils lui font appel à lui parce qu'en fait, quelqu'un l'a usurpé. Dans le 3, il est plus supposé être sur le terrain. Dans le 4, l'opération est annulée. Oui. Dans le 5, il est désavoué. Dans le 6 aussi, je crois qu'il est désavoué. Dans le 6, il est plus ou moins désavoué, mais c'est pas officiel. Voilà, donc oui, il y a toujours donc lui est vraiment seul, quoi. Il y a même pas d'organisation derrière lui. On cesse de lui répéter. C'est souvent ça, en fait. C'est un peu le super-héros qui est un peu face à l'autorité aussi. Il y a un peu des relents un peu du film, on va dire, à la période Ronald Reagan. Donc, c'est-à-dire que l'homme contre la bureaucratie. Oui. Et c'est là où je trouve que Ethan Hunt, en tant qu'espion, est plus intéressant que James Bond. James Bond qui a aussi du bling-bling électronique. Et Ethan Hunt, lui, il se débrouille avec ce qu'il a sous la main au moment où il l'a sous la main. Et en termes de comparaison, en plus, ce qui est bien et plutôt bien amené dans Mission Impossible 3, c'est qu'il y a le retour d'une certaine équipe aussi à ses côtés. Et donc on revoit un peu dans le Protocole Phantom, Rogue Nation ou Fallout, il y a toujours une équipe, ils sont généralement à 4, donc l'homme de terrain Tom Cruise, Ethan Hunt, on a toujours l'observateur, l'aide à l'assistance électronique, qui à la base est lutteur et plus après reviendra sous les traits de Benji avec c'est à partir du 3 Simon Pegg. Oui, mais il revient officiellement sur le terrain dans le 4. Dans le 4, c'est ça le truc. Il passe son... Voilà. Et passe c'est ça, son bac, on va dire ça comme ça. Il y a aussi donc l'aide, l'assistante qui vient pour tout ce qui est pour les sabotages. Donc le personnage, malheureusement je me rappelle plus de l'actrice asiatique dans le 3, et Jonathan Rhys-Meyer qui est donc le pilote d'hélico qui fait les extractions, enfin le pilote pour les extractions. Donc c'est un peu un schéma classique d'équipe, mais qui reviendra souvent dans Protocol Phantom et dans Rogue Nation. Un petit peu moins dans Fallout, je trouve. Mais c'est parce que peut-être que le film est un peu mal rythmé.
Et puis il y a aussi Henry Cavill avec la moustache, donc c'est peut-être pour ça. Mais non, je rigole bien sûr, forcément. Mais c'est vrai que pour revenir sur le 3, et cette comparaison, en fait, c'est vrai qu'en plus, bon, James Bond a toujours été cet archétype du personnage, déjà qui est un gros cutter, un gros solitaire, et juste, il est au service de Sa Majesté, point barre. Mm. Que, oui, là, donc, dans Mission Impossible, il y a toujours aussi le questionnement aussi d'une certaine logique et d'un certain, comment dire, il va pas forcément suivre les ordres. Oui, mais il le fait pour sauver le monde. Oui. Et il n'y a aucune logique dans le personnage d'Ethan Hunt, si ce n'est que sa naïveté fait qu'il ne sait pas quand s'arrêter, Mm. il ne sait pas quand il a perdu, et c'est pour ça qu'il continue, et c'est pour ça qu'il réussit. Mm. Ce qui est quand même génial pour un héros. Oui, c'est vrai, quand on y repense, oui, il a toujours ce côté. Non, mais de toute façon, il pourra faire ce qu'il veut, ça marche. D'ailleurs, ce qui marche beaucoup dans le 4, un protocole fantôme. Peut-être on va revenir un petit peu vite fait sur le 3 quand même, vite fait, parce que je trouve qu'en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est le côté sombre. Et en Oui, fait, c'est le vrai, tu premier voulais en film. parler. C'est le premier film post-11 septembre. Mm. Donc ça se voit, je pense, aussi sur le côté violent et le côté cru. Oui, Euh, on va parler du terrorisme. qui est- Oui, voilà. Et qui est vachement bien amené par le personnage de l'antagoniste. Je pense que c'est le meilleur antagoniste de la série, avec Philip Seymour Hoffman, donc, qui est déjà dans un rôle froid, glacial, mais tellement parfait dans ce style-là. Et c'est peut-être la meilleure idée de casting, parce que finalement, c'est pas un mec qui, comme dans le 2, je me rappelle même plus de l'acteur, qui sait se battre et compagnie. On retrouve vraiment le méchant un peu, on va dire, à la Goldfinger, mais sans le côté kitsch. Mm. Donc ça, pour le coup, c'était très bien amené. Et c'est vrai que ça permet aussi de mettre en place tout l'univers en fait de Mission Impossible, donc notamment mettre en place sur le côté beaucoup plus réaliste, donc notamment parler aussi des autres institutions, notamment la CIA, Oui. et montrer comment l'IMF collabore avec la CIA. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Oui, c'est vrai que c'est la première fois où on parle d'une autre organisation que Force Mission Impossible. Et puis représentation de l'autorité avec Lawrence Fishburne. Ah putain, c'est lui. Oui. J'avais oublié. Notamment avec il y avait une question à la con, c'était genre je sais plus oui et vous pensez vraiment que le chocolat augmente le diabète? Regardez-moi, ah bah oui, je fais la bonne raison pour. Bah voilà, c'était le truc totalement idiot, mais ça marche quoi. Et non, bah ouais, pour revenir là-dessus, je trouve que ça remet en place les bases de ce que va être Mission Possible Oui. après, et qui va être C'est vrai que magnifique. c'est un nouveau départ. Ouais, et je pense qu'il va être même amélioré donc forcément avec le protocole fantôme, enfin Ghost Protocol, donc sous-titré en français Protocole fantôme forcément, Ils sont forts, les sorti en 2011, réalisé par pareil, il y a aussi un choix de casting assez audacieux, enfin choix de casting oui, pour la réalisation assez audacieuse, parce que c'est Brad Bird, c'est le premier film live pour Brad Oui. Bird, parce qu'à la base Brad Bird bosse pour Disney et Pixar, Mm. donc c'est très intéressant pour le coup. C'est comment, le robot géant là? Oui, il avait fait son premier film. Le et Géant de après, Fer. voilà, le géant de fer. Après, il a fait les incorruptibles. Oui, c'est ça. Les Alors, indestructibles. Il a fait donc, Les il a fait donc Indestructibles le chez Géant de Fer, Pixar. il a fait les Indestructibles, il a fait aussi donc Ratatouille, et juste avant, il a fait Ratatouille juste avant. Donc, Et après, il passe à Mission Impossible 4. Voilà. Tranquille. ouais, de nulle part. En fait, en 3 ans, il passe de Ratatouille à Mission Impossible 4, donc. Et il va même continuer après, vouloir faire dans le film live, parce qu'il a fait À la poursuite de demain, donc Tom Holland, Eh oui. qui s'est malheureusement cassé la gueule, donc absolument pas trop. Oui, bon, on Pas dit ce trop qu'on le veut. pleurer, celui-là. Oui. Du coup, il est revenu chez Pixar avec les Indestructibles 2. Mais d'ailleurs, scénario par André Nemec et Josh Applebaum. Donc pour une fois, il n'y a que 2 personnes qui sont derrière. Enfin, il y a aussi quand même Christopher McQuarrie, pardon, qui va quand même Oui, se lancer il derrière. participe au scénario. Oui, Oui, il sur le participe au 4. scénario, c'est vrai. Mais c'est là où on va voir déjà Christopher McQuarrie qui va un peu Bah, il s'immiscer prend la dans le- température, je pense. On va dire ça pour la comme ça. suite. Et d'ailleurs, je me rappelais plus, mais c'est vrai qu'à la toute fin de Mission Impossible 4, donc quand Tom Cruise revoit le personnage de Michel Monaghan, donc repart et reçoit un message donc de la Force Mission Impossible. Oui, Votre mission, pour si vous l'acceptez, machin, machin. Pour repartir sur entend- le terrain. Et on voyait pour repartir sur le terrain, et on entend donc que ça parle du syndicat. Oui, C'est oui. alors que c'est une organisation qui va apparaître seulement dans Rogue Dans le Nation. 5, ouais. Donc on voit déjà qu'il y a un peu la mise en place pour la suite, ce Absolument. qui, je pense, est pour le coup la première dans cette saga à À embrayer directement ouais. sur autre chose, parce qu'en fait c'est toujours des séries qui sont, chaque épisode en fait on peut le voir comme pas comme une série en fait, on peut vraiment suivre un film comme bon on semble Oui, sans alors que voir le premier.
Alors que le 6, pareil, ça reprend immédiatement à la fin du 5. Mais bon, on va pas en parler plus, on en parlera à la fin de l'émission, donc on va parler plus du 4, qui est donc un film plus léger, plus grand public, tout en restant un petit peu politique quand même derrière, parce que Brad Oui, Bird, quand même. il a quand même aussi une petite touche assez, assez géniale là-dessus quand même, je trouve. C'est qu'un mec qui est très bien, et c'est très bien joué dans la subtilité, que ce soit par la réalisation ou par les idées de plans et de mise en scène. Ah, les idées de réal dans cet opus, ils sont excellents. Et elles sont très drôles en plus. Il y a Oui, vraiment des scènes qui marchent excellemment bien. oui, c'est un peu ironique. Par exemple, la scène de course-poursuite dans le désert, Mm. qui est, tu vois rien parce qu'il y a une tempête de sable et tu vois juste 2 points sur un GPS qui se poursuivent, quoi. D'ailleurs, très bien la Et, façon dont le plan est mis en et place. Donc, on voit pourtant, Tom ça Cruise fonctionne. courir avec la caméra qui permet de voir aussi sur l'écran de son téléphone Voilà. où est positionné le gars. Et puis, forcément, quand il y a la bip 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 bip, et en fait, c'est une bagnole, il est sur une bagnole et il doit forcément obligé de le poursuivre. Non, c'est pour le coup, il y a des très bons plans. Bah, pareil. La scène qui peut donner un vertige complet, c'est quand il Oui, est à la scène Dubaï. d'Abu Dhabi, c'est. Le premier plan, c'est une plongée à 90 degrés sur la tour de Dubaï, qui est absolument démentielle. Mais non, il y a des très, très bons schémas et des très bons plans. Il y a beaucoup. Il y a tellement de choses à faire en fait dans une licence pareille que je trouve que Brad Bird a réussi à passer autre chose. Enfin, il a réussi à, comment dire, à passer au-delà de ce qu'a fait J.J. Abrams. Oui, au-delà de ce qu'ont fait Brian De Palma, John Woo et J.J. Abrams, Voilà. même j'ai envie de dire. Il arrive à proposer un film différent et à reposer tout en utilisant les codes de la série, mais jamais de façon cliché. À chaque fois, il nous les montre différemment. Voilà, t'as noté le message qui finalement ne s'autodétruit Oui, par pas. exemple, il y a l'exemple, il joue avec les codes, mais il en joue avec humour. Donc, Oui, il en joue notamment, avec votre humour. mission, si vous l'acceptez, machin. Et puis, normalement, après, Le message le message s'autodétruit. s'autodétruit. Et là, il ne s'autodétruit pas. Mm. Donc, ça montre aussi un point que ce qu'il n'y avait pas dans les autres, la technologie peut être défaillante. Oui, c'est Et vrai. ce que l'on voit aussi dans la scène à Dubaï, notamment quand il a ces espèces de perd, glands, voilà, il il y en perd a ses il y en a un glands, ouais, qui fonctionne plus. Et Bah, du les coup, il est masques, obligé c'est de se démerder. pareil. Ils se démerdent sans les masques parce que la mallette qui fabrique les masques déconne. Mm. Il y a beaucoup de choses comme ça. Non, pour le coup, c'est très, très, très bien amené. Et surtout, la force du film, je pense, c'est le rythme. La façon Oui, dont est rythmé le il est, film. il est bien rythmé, mais il est pas, enfin, c'est pas de l'overdose, quoi. Il y a Non. des pauses quand il faut. C'est un opus qui est extrêmement bien maîtrisé Mm. de bout en bout. Pour moi, c'est le meilleur de la franchise, hein, je le dis sans hésiter. Ah, je l'adore vraiment. Jusqu'à la fin, il est très bien maîtrisé. Voilà. Tu veux pas en dire plus? Je sais pas, moi. Non, mais par exemple, ta scène préférée dans Mission Impossible 4, je pense que. J'adore à la fin quand il se bat avec comment il s'appelle le méchant là, je sais plus le nom de l'acteur. Appelle-le le russe, je sais plus. Non, il est même pas russe. Et il se casse la gueule à coups de mallette dans un parking. Et c'est un parking sur plusieurs étages. Donc il y a les voitures. Enfin, il se casse la gueule sur les voitures et tout ça. C'est très drôle. Et au dernier moment, Tom Cruise appuie sur le bouton. Et encore une fois, la technologie déconne parce qu'il doit appuyer sur le bouton pour empêcher les missiles de décoller, je crois. Et puis ça fonctionne pas, il arrête pas de dire mission accomplie, mission accomplie. Il tabasse le truc jusqu'à ce que finalement ça fonctionne. Et c'est ridicule à ce moment-là. Pourquoi dire mission accomplie? Il y a personne pour l'entendre, Oui. sauf le spectateur. Voilà. Et en même temps, c'est ce qui fait la magie de cette scène. Mhm. D'ailleurs, à la fin, Luther se fout de sa gueule en lui disant mais t'as vraiment dit mission accomplie? Bah, Luther, en fait, je pense à partir du 3 aussi, est le garant un peu. C'est pas seulement genre le côté personnage vieux pote de Ethan Hunt, c'est aussi il va être un peu à la fois la bonne voix et aussi le mec qui va toujours se foutre de sa gueule aussi. Notamment comme dans le 3 où il raconte bah en fait tu devrais pas te marier avec parce que notre métier ne permet pas on peut pas se permettre d'avoir une vie de famille et forcément Ethan Hunt lui dit après bah, je me suis marié il y a 2 jours, bah toutes mes félicitations. Donc ça montre à quel point aussi la relation entre les deux personnages est déjà tellement bien établie que forcément on sait déjà qu'en fait la relation entre Luther et Ethan Hunt c'est toujours une relation où il n'y aura jamais de sous-entendu ni d'espèce de trahison. Ce serait totalement absurde par exemple.
Et je pense que personne n'a pensé à faire ça, ni Christopher Je- McQuarrie, ni les J'espère. précédents. Oui, je pense, mais de toute manière, je sais pas s'ils vont refaire d'ailleurs de suite là-dessus. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé vraiment cool avec le protocole fantôme, c'est que voilà, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mm. Alors qu'à chaque fois, c'est toujours un plan, je dirais pas qui se déroule sans accroc comme dans une espèce d'autre série, mais il y a toujours en fait quelque chose qui ne va pas au dernier moment, donc ils essayent toujours de se dépêtrer. Il y a encore un truc qui revient derrière, ils Oui. sont encore obligés, encore en train de se dépêtrer, mais ça sans tomber dans l'overdose, comme tu l'as dit précédemment. Et je trouve que ça, c'est pour le coup, c'est très très important et très bien joué de la part de Brad Bird, mais surtout, je pense aussi de Christopher McQuarrie qui est au scénario là-dessus, quoi. Enfin. Enfin, je crois qu'il est au scénario, je sais plus. Bah, pas tout, mais enfin, il signe une partie du scénario. Oui, Non, il signe pareil. tout le scénario, je sais plus. Je sais plus, et je suis un peu perdu dans les flous dans mes données là. Mais bon, bref, on s'en fout en fait. Mais c'est vrai que, en plus, d'ailleurs, le 4, ça va être un peu un tournant après le 4, parce que finalement, ça va être aussi le dernier film de la production Tom Cruise, Paula Wagner. Parce que Paula Wagner, en fait, va partir, va ne plus s'associer avec Tom Cruise, donc il va se retrouver tout seul. Vraiment tout seul à partir du 5. En coprod avec David Allison. Enfin, David Allison, ça va être un peu le bras droit de Tom Cruise, hein, en fait. C'est là où on va retrouver peut-être aussi le gros problème, je pense, de cette saga. Donc, c'est que peut-être que Tom Cruise, en fait, va prendre que des gars qui vont lui dire oui et pas autre chose. Mais pour le coup, en fait, on va s'arrêter. Petite pause BO. Donc, Impossible, un morceau de Kanye West qui apparaît donc dans le 3e opus.
Et voilà, donc c'était un extrait issu de la soundtrack de Mission Impossible 3, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est la musique du générique de fin, en fait, tout simplement. Après le morceau de la Lochifrine, forcément. mais voilà, donc on a parlé donc de l'apogée de la saga. Pour moi, c'est l'apogée de la saga, hein, le 3 et le 4, c'est enfin vraiment surtout l'arc, le 4. ouais. Et là, on va parler peut-être des choses qui fâchent, donc vers un essoufflement de la saga, pour ma part, à mon sens. Oh non, mais je suis d'accord. Parce que la particularité, donc, comme je l'ai dit, est possiblement l'une des grandes forces de la saga Mission Impossible, donc, c'est de prendre un réal par chaque épisode, donc donnant une unique, Une patte. unique patte, voilà, pour chaque œuvre. Cependant, ce schéma fut rompu avec les 2 derniers opus, donc réalisés par le Yes Man à tout faire de Tom Cruise, Christopher McQuarrie, parce que je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Car d'ailleurs, actuellement, les deux sont en train de préparer Top Gun 2. Oui, Voilà. exact. Ouais, avec un gros sourire, tu vois, narquois, cynisme et compagnie. Mais d'ailleurs, c'est Christopher Oui, McQuarrie. ils ont fait Jack Reacher aussi ensemble. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils ont fait Jack Reacher. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils se sont bien rencontrés parce qu'à la base, Christopher McQuarrie, c'était le scénariste ex-associé de Bryan Singer. Bryan Singer, ouais, sur Usual Suspect. Voilà, notamment. il a fait notamment sur Usual Suspect et autres. Je crois qu'il a écrit le premier X-Men ou une connerie comme ça. Ouais, c'est Non, possible. le premier, c'est le mec qui prête sa voix dans Metal Gear Solid, j'ai oublié son nom. Oui, Hollywood, c'est petit. Mais c'est vrai que donc c'est l'ex-associé de Singer. Il avait notamment réalisé son premier film The Way of the Gun, qui est passé totalement inaperçu dans les années 2000. Il est quand même revenu en grâce, donc grâce à ses différents scénarios, et notamment avait donc écrit le scénario de Mission Impossible 4, si je ne dis pas de bêtises. Et donc forcément, Tom Cruise lui dit bah écoute, vas-y mon grand, lance-toi et on y va. Sauf que le problème, c'est que je trouve qu'en fait, malheureusement, il n'y a pas vraiment de vraie patte de la part de Christopher McQuarrie. Pour le coup, j'ai l'impression que Non, on arrive effectivement à quelque chose d'un peu plus lisse. très conventionnel. Ouais, plus conventionnel. Après, il y a des très bonnes scènes dans ce Les film. scènes d'action restent toujours époustouflantes, La évidemment. scène, je trouve la scène de course-poursuite à Paris dans Fallout marche très très bien, par Ouais. exemple. Bah, la scène de course-poursuite en hélico à la fin, Oui, quand aussi. tu le vois monter sur son câble Même au-dessus si du c'est, vide, même si, oui, alors ce j'ai- plan-là est absolument génial, mais je trouve qu'à la fin, en fait, ça retombe dans le côté grossier et qui est un peu ridicule, qui tombe un peu comme dans le premier avec l'hélico qui passe sous le tunnel comme ça. Enfin bref. qui pourrait être ridicule. Mais... C'est forcément les deux forcément hélicos, d'accord. tu vois, ils se cassent la gueule, puis la nacelle n'explose pas, et puis oui, ça tombe dans la falaise, Oui, mais oui, pile oui. poil entre les deux rochers. Tout à fait, c'est vrai. C'est balèze, et les deux. Hein. C'est vrai que oui, il y a je suis d'accord avec toi. Allez. Puis il y a la moustache d'Henri Cavill aussi. Oui. Non mais voilà, il y a des similitudes donc entre Rogue Nation et Fallout, même au point Ah où oui. en fait ça relie le scénario entre eux, on retrouve le Mm. même méchant, le personnage de Solomon. Oui. Bah, on le disait, vraiment, le 6 est directement à la fin du 5. Oui. Et, c'est un peu considéré comme un 1 et un 2, quoi. Il continue la mission qu'il n'avait finalement pas tout à fait terminée dans Rogue Nation, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des ramifications qui sont un peu plus Oui. profondes que ce qu'il imaginait. Que ce qu'Ethan imaginait, voilà. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Non mais oui, c'est comme tu le disais. Bah, c'est ça aussi le truc, c'est que moi j'ai un peu peur en fait quand tous les blockbusters en fait actuels n'ont qu'une chose en tête maintenant, c'est que quand il y a une suite, il faut totalement la relier au premier. J'ai envie de dire, ils ont envie de faire des épisodes à la maintenant, comme font les Marvel et compagnie. Ouais, Ce qui peut, pour ma part, à mon sens, peut être une erreur, je trouve, assez discutable parce que surtout dans un Mission Impossible. surtout dans un Mission Impossible, parce qu'on peut tellement développer l'univers qu'il n'y a pas forcément besoin de revenir sur les mêmes choses. Et d'ailleurs, que ça soit la thématique, que ça soit la représentation des peurs de nos sociétés qui sont toujours très présentes dans les Missions Impossibles et qui varient avec le temps forcément parce que notre société aussi change et se développe, que ça soit dans le 3, c'était la peur du terrorisme post-11 septembre, dans le 4 c'était un peu la peur avec les conflits entre le retour des conflits russes. Là dans le 5 et le 6 on retrouve les mêmes soucis, donc c'est-à-dire que ça soit les idées de complotisme, de terrorisme ou alors de religion. Et je trouve que malgré cette mise en scène assez efficace et quelques morceaux de bravoure, on n'a pas la patte, on n'a pas la gimmick, ça reste sur ses acquis. Et je trouve que j'ai l'impression, pour ma part, qu'en fait c'est juste McQuarrie qui se contente de suivre un cahier des charges, quoi. Ouais, ça prend pas beaucoup de risques par rapport à ça. Et... Tu sais, on a caché nos cases. Bon, il faut qu'il y ait la cascade avec les hélicoptères, il faut qu'il y ait une cascade avec Tom Cruise qui prend des risques, voilà. il faut qu'il y ait les masques, et puis effectivement, on remplit un cahier des charges.
Et c'est con, mais par exemple, il y a pas, je sais pas, même Macquarie, en fait, ben, à la base, c'est un scénariste. Je veux pas dire que forcément c'est un mauvais réalisateur, mais par exemple, des idées de mise en scène qui pourraient être jouées sur d'un plan séquence ou qui pourraient être jouées via le biais d'une double lecture d'une même séquence ou un truc comme ça. Je trouve que malheureusement, en fait, Mission Impossible, ça reste plan-plan, scène d'action, avec un timing très serré Mm. et basta, quoi. D'ailleurs, moi, c'est mon gros souci avec le Fallout, je trouve que le rythme est très lent. Il fait 2h20 et je trouve que pour le coup, on les voit passer les 2h20. À la fin, j'en avais un peu ras le cul. Et heureusement qu'il y a ces scènes d'action qui marchent très bien. Mais en fait, Fallout, je pense que en fait, Macquarie a voulu condenser tout ce qui a été fait dans cette licence. Mm. Donc, c'est-à-dire reprendre des idées qu'il y avait dans le 1, dans le 2, dans le 3, dans le 4. Oui, il y a dans le beaucoup 5. de citations Et il y a des films précédents. énormément, je trouve qu'il y a énormément, beaucoup de citations dans ce film-là. Ce qui pêche malheureusement à la qualité du film. Oui, oui, oui. Mais on revient aux bases du premier. Hein. Oui. Là, moi, je Oui, trouve oui. que le 6, il fait beaucoup de passerelles avec le premier. De tout ce qui est action, en tout cas, et scénario. Mm. Je trouve que c'est assez similaire. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Mais bon, c'est pas la réelle de Brian De Palma, c'est ça le souci. Non, non, non. Non, mais Malheureusement. c'est ça, c'est bête aussi à dire, mais c'est que c'est un film conventionnel. Si on a envie de le revoir ou de le voir ou de le revoir, si on va comment dire, le comparer face à la concurrence, bah, on se rend compte que c'est la même. Pardon, désolé de le dire, mais c'est un peu la même merde comme les derniers James Bond. C'est-à-dire Bah, qu'on va pas se chercher longtemps ouais. à faire du recherché, du stylisé, pardon. C'est ce qu'a voulu faire Sam Mendes avec le premier Skyfall. Mais après, il s'est dit, wow, on va pas se faire chier en fait. Hein. On va faire la même chose. On va et faire puis la voilà. même chose, hein, Mais- c'est Sony qui veut, et puis voilà, c'est tout. Bah, clairement, oui, les épisodes 5 et 6 de Mission Impossible pêchent par le fait de ne pas avoir de véritable vision de réalisateur derrière. Mhm. Là où les 4 premiers ont chacun une patte qui peut être discutable, hein, on voit le Mission Impossible 2, mais les 5 et 6 pêchent par ce côté-là. On va vers quelque chose de trop lisse Ouais. pour une franchise qui avait su justement marquer sa différence auparavant, et surtout marquer sa différence dans des contextes, enfin, on en a parlé, qui n'étaient pas gagnés d'avance, quoi. Mhm. Ouais, non, puis bon, après, il y a toujours des mêmes similitudes scénaristiques dans tous les Missions Impossibles. Je pense notamment à la figure du MacGuffin qui permet en fait de représenter un espèce de concept sans avoir à le montrer directement. Tu vois, il y a le lapin, il y a la La patte de lapin dans le 3, c'est la... Ouais, voilà, il y a toujours en fait, c'est souvent en fait dans les six films des fichiers qui contiennent des choses importantes, voire des maladies ou des bombes. Hein. C'est soit l'un soit l'autre. Et finalement, les peurs de Mission Impossible sont donc intrinsèquement aussi, je dirais même, liées au personnage et à l'intrigue, tout simplement. Oui, Parce que c'est un schéma classique et c'est très difficile de passer à côté. Tout simplement. Et puis même si on peut passer à côté, c'est un risque encore plus monstrueux parce que il faut vraiment que le scénario soit très bien accrocheur pour le coup qu'il soit très bien amené pour que les scènes d'action aussi soient adéquates avec la scène en question. C'est ça aussi ça le souci. Et c'est très compliqué quand on veut passer à côté d'une scène d'action sans avoir un MacGuffin un peu simpliste parce que forcément il faut aussi mettre du temps et de la place à la mise en scène que l'on veut balancer pour le spectateur. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que Mission Impossible, bah, c'est surtout un petit plaisir coupable. Enfin, plaisir coupable, Oui. plaisir tout court. N'est-ce pas, Étienne ? les deux. Voilà. Non, mais... Ce qui est intéressant oui. quand même dans les 5 et 6, je pense plus dans le 6 d'ailleurs, c'est que on découvre qu'Ethan Hunt a de l'humour, ce qui ne monte pas forcément dans les opus précédents. Un petit peu dans le Et 4 quand même. Dans le 4 quand même, ouais, c'est vrai que c'est à partir du 4 où... Quand il doit se suspendre sur Dubaï pour Ouais. revenir dans sa chambre avec les autres qui Mais- l'accrochent à la fin. Enfin, Oui. c'est un peu... Puis il y a du Mais coup, dans il y les a- 3 premiers, ouais. c'est pas quelqu'un de drôle, Non. Ethan Hunt. C'est quelqu'un qui est un peu trop sérieux, qui est un bon... Dans le 3, il est au bout du bout. C'est le à un bon moment élève, donné. quoi. Ouais, puis dans le 3, en fait, il est poussé à bout par le personnage de Philip Seymour Hoffman. Il est prêt à le jeter du Boeing. Donc, ça, Oui, il est c'est, prêt à le tuer. il est prêt à le c'est pas tuer du alors tout que les normalement, codes c'est de- absolument pas les codes du personnage. Voilà. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit absolument dans le 4, avec le personnage, malheureusement, j'ai oublié le nom de l'actrice, je crois que c'est Paula Patton. C'est pas Rebecca Ferguson? Non, Rebecca Ferguson, c'est dans le 5 et le 6. Ah oui, oui. C'est l'espionne anglaise. Dans le 4, c'est Paula Patton en fait, qui est prêt à tuer le personnage de Léa Seydoux Ah oui. et qui lui dit non, on fait pas ça, non, il faut d'abord s'occuper de ce schéma classique et après, après je crois, il dit juste après,
on l'enfermera. Donc il y a aussi ce schéma très classique, un peu héroïque, le chevalier blanc, on va dire, un peu habituel d'Hollywood, mais qui colle très bien à la peau du personnage de Ethan Hunt. Et pour terminer là-dessus, après je te laisserai ta petite anecdote de fin. Mais ouais, donc je dirais donc Mission Impossible, c'est une saga beaucoup plus intéressante et subtile qu'on ne pourrait y penser, parce que chaque film est tout autant pensé comme un épisode unique qu'appartenant à un tout, un univers complexe avec des enjeux posés, des codes très installés, des films d'espionnage intelligents. Bonjour Quantum of Solace, qui portent chacun leur trace de leur cinéaste, donc une franchise aussi marquée par son acteur, forcément Tom Cruise, parce qu'en plus il a la triple casquette, parce qu'il est acteur, producteur et même cascadeur, j'ai envie de dire. D'ailleurs il s'est bien cassé la gueule pour le dernier, et ça se voit, même ils ont gardé le plan où il a vraiment boité, là il a eu la vraie blessure, hein. Je crois qu'il a eu je sais pas combien de temps de mois de convalescence d'ailleurs. Il a su faire évoluer les films, ça c'est plutôt bien joué pour sa part, parce qu'il faut pas oublier, c'est que le premier date de 96, on est maintenant en 2018, le film le dernier est sorti en 2017, donc ça fait 2018, donc ça fait donc 12 ans en fait que la saga existe, et alors que James Bond en fait s'enlise complètement dans un carcan absolument abrutissant, dans quelque chose de plus lent et dramatique. Ça fait 22 ans, ça fait Mission... pas 12 ans. Ouais, mais là Mission Impossible, je trouve qu'en fait passe allègrement, facilement les années, et marque par ses scènes d'action assez anthologiques. Et pour le coup, c'est ça qui est plutôt bien amené avec ce bon vieux Tom Cruise, c'est que finalement, il va pas tomber dans un schéma classique où le blockbuster doit forcément avoir des séquences absolument incroyables avec des effets spéciaux de dingue et compagnie. Ça se trompe un peu d'ailleurs dans le 4 avec les séquences à Dubaï avec la tempête du désert, mais pour le coup, à côté de cela, ça tombe sur des effets spéciaux de base, sans avoir un côté numérique absolument dégueulasse derrière. Il va vraiment jouer sur le côté très réaliste. Vas-y, j'ai envie. Comme ça, t'as la petite musique de Limbiskit derrière, tu vois, c'est bien. Ça va bien avec. Oui, c'est une petite anecdote qui est tout à fait véridique. C'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai pris un train pour aller à Paris. Et devant mon train, il y avait un train allemand qui s'est arrêté en plein milieu de la voie. On ne sait pas pourquoi, du coup, on a été bloqué 3 heures, c'était génial. Mais il fallait changer le conducteur du train allemand. Et il fallait trouver quelqu'un qui sache conduire ce train allemand. Donc visiblement un conducteur français pouvait pas. Et à côté de moi il y avait un couple, et le monsieur a dit à son épouse s'il faut, moi je vais conduire le train, quoi, il y a pas de problème. Et du coup son épouse s'est un peu moquée de lui en disant tu te fous de moi, voilà. Et il lui a répondu, si Tom Cruise peut piloter un hélicoptère, moi je peux bien conduire un train. Et j'ai trouvé ça formidable, parce que Ethan Hunt, on imagine qu'il a une formation d'agent secret forcément, mais il termine toutes ses missions seul. La plupart du temps, on l'a dit, il est désavoué par Force Mission Impossible. Il n'a pas d'équipement, il n'a pas d'équipe rarement, ou alors ils sont occupés à faire autre chose. Tout ce qu'il a à sa disposition, c'est son intelligence, ses mains, sa débrouillardise, c'est-à-dire que des moyens humains. C'est-à-dire comme n'importe lequel d'entre nous face à une situation de crise. Ouais. Et du coup, ce que fait Tom Cruise à travers le personnage de Ethan Hunt, c'est montrer qu'un héros sommeille en chacun de nous, un héros capable de sauver le monde, et ce même à la dernière seconde. C'est très très beau, Étienne. Alors on se termine là-dessus avec donc notre cycle sur Mission Impossible. C'est la dernière émission de l'année. On revient la semaine prochaine, donc c'est la spéciale inauguration des locaux de RCN. Donc toute la semaine, ce sera une semaine spéciale, donc pas d'émission grand écran à venir. Donc, et on reviendra donc, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, donc on reviendra donc mercredi 9 janvier donc pour la revue critique de décembre, et on sera encore mieux avec le 16 janvier, donc les top et flop de l'année. Je pense qu'il va y avoir de l'action, il va y avoir du sport, et ne ratez pas cette émission. Donc du coup, je vous souhaite une bonne fin d'année, et on se revient en janvier. Ciao tout le monde. From the sack, and there ain't nothing I can do, 'cause life is a lesson, you'll learn it when you're through. I know why you wanna hate me, I know why you wanna hate me, I know why you wanna hate me, 'cause hate is all the world has even seen.